Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Et franchement, très franchement, ça me fait chaud. Un grand merci à Stéphanie Sophie, avec plaisir, qui a eu la gentillesse et la bonté de me lire et de m'inviter. Et croyez-moi que c'est une grande fierté pour moi d'être ici ce soir à l'Institut français de Canadi. Ça ne m'arrivera peut-être pas souvent, mais nous allons tâcher d'en profiter tous ensemble. Bienvenue, et voici en gros comment je vais départager ce moment avec vous. D'abord, nous intéresser à cette fameuse année 1943, puis voir comment j'ai eu l'audace et le culot et la chutzpah de faire de Joseph Kessel, cette immense personnalité, ce grand journaliste, ce grand romancier, d'en faire en quelque sorte le personnage de mon livre. À ce propos, je voudrais lire, avant que vous commenciez, la première page de votre livre où vous vous adressez justement à vos lecteurs pour justement parler de cette limite entre fiction et réalité. Joseph Kessel est allé à Alger en 1943. Nous en savons si peu. Se laisser aller, sinon point de création, a dit récemment Antoine Compagnon. Alors, je me suis laissé aller. J'ai créé une sorte de double de Joseph Kessel. Un peu lui, sans être tout à fait lui. En marge des biographies et dans les interstices des récits historiques, j'ai installé mon personnage et ses compagnons de route. J'ai osé mettre mon Kessel dans des situations proches de son vécu, sans que celle-ci ait vraiment existé. Si Kessel est le personnage principal masculin de cet opus, l'héroïne principale est la ville d'Alger. Alger dans le courant de cette année 1943. J'ai tenté de faire vivre des lieux, rendre des atmosphères, donner du goût, des couleurs, des odeurs, comme Kessel l'a su si bien le faire. Avant que vous commenciez, je voudrais juste vous dire que ces odeurs, ces couleurs, ces sensations, ces visions, ces images d'Alger, vous avez réussi à les faire ressentir à moi, la lectrice de votre livre. Merci infiniment. De rien. Et vous entendre, je crois reconnaître votre métier de comédien, et c'est un bonheur d'entendre ces mots dans la bouche d'une comédienne. Merci beaucoup. Voilà. Alors, cette année 1943, et d'abord, c'est ce que je disais à Stéphanie Soufir il y a quelques instants, il faut nous reporter au calendrier. Et l'histoire est une bonne fille, parce qu'elle nous rappelle un certain nombre de choses, et lorsqu'on se souvient il y a à peu près 2-3 mois, nous avons commémoré, célébré, fêté le 80e anniversaire de l'opération Torche. L'opération Torche, 8 novembre 1940. Le premier, j'insiste là-dessus, le premier grand débarquement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et on a tendance, y compris mes chers collègues historiens, à l'oublier. On ne pense qu'au 6 juin 1944 ou au 15 août 1944, et on oublie. Et dans le langage des historiens, l'opération Torche, c'est la bisectrice de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En quelque sorte, il y a un avant, il y a un après, il y a un versant positif, il y a un tournant, et De Gaulle l'a très bien compris, et il l'a dit. On verra, avec Kessel. Le reste, a dit De Gaulle, sont des broutilles, en quelque sorte. Pour lui, l'histoire était déjà presque terminée. Alors, cette année 1943, il y a depuis Alger, pardon, hop là, voilà, c'est le côté artisanal du métier. Je dis bien métier, hein, pas boulot. Hein. Depuis Alger, donc, on va organiser, alors plus particulièrement les troupes anglo-américaines, on a tendance aussi à les oublier, ces braves Anglais.
Parce que sur les photos, sur les documents, ils sont habillés comme des soldats américains. Mais ils étaient bien présents dans cette histoire. Alors, le débarquement a eu lieu, donc pas très loin de chez moi, sur les côtes oranaises, au Maroc, bien entendu, et à Alger. Et on a tendance à dire que ça s'est passé en Tunisie, que nenni. La campagne de Tunisie va prendre naissance depuis Alger. Je rappelle que la Tunisie est occupée par les Allemands et qu'il y a eu des déportations depuis le territoire tunisien vers l'Allemagne, vers Auschwitz. Et j'ouvre une toute petite parenthèse, dans un luxe inouï, en avion, on a déporté des Juifs de Tunisie en avion. Depuis l'Algérie, on va lancer aussi la fameuse campagne de Sicile. Vous savez, c'est la fameuse tenaille qui se met en route, donc pour repousser les Allemands depuis le sud vers le nord. Et la seconde partie de la tenaille, ce sera le 6 juin 1944. Donc, des moments capitaux et un lieu capital qui s'appelle Alger. Et pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiguïté. J'entends du côté américain, du pouvoir américain. Les Américains ont choisi de prendre le parti d'Hubert Giron et non pas de Gaulle. Et cela a duré quasiment toute l'année 1943. Jusqu'à ce que les Américains soient suffisamment alertés par la presse américaine, juive ou non juive, pour que la Maison Blanche commence à bouger et qu'on s'aperçoive qu'on s'est trompé de carte, on s'est trompé de jeton, on s'est trompé tout court. Mais les choses sont là. Et par voie de conséquence, pour les Juifs d'Algérie, le régime de Vichy est resté en place jusqu'en octobre 1943, le fameux rétablissement du décret Crémieux. Je dis bien le fameux parce que, en fait, il s'est passé la chose suivante. C'est que le décret Crémieux, comme Giraud, qui avait prononcé la seconde approbation du décret Crémieux en mars 1943 à Alger, il devait se passer une manifestation d'ordre, comment dirais-je, judiciaire, et ça, elle ne s'est pas passée. Et donc, ce décret Crémieux, où les allégations, les intentions de Giraud sont devenues tout simplement caduques. Donc, ce fameux rétablissement du décret Crémieux, je veux dire que les dispositions qu'avait prises Giraud sont mortes naturellement. Je voudrais qu'on retourne dans votre livre. Votre livre débute avec Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon, qui sont à Toulon et qui cherchent à aller rejoindre De Gaulle à Londres. Donc on suit leur périple. Ils arrivent à Londres, et à peine sont-ils arrivés à Londres que De Gaulle dit à Kessel, « Kessel, je pars dans 10 jours à Alger, rejoins-moi. » Pouvez-vous nous en parler? Alors, ça tombe bien parce que j'avais prévu de lire un peu peut-être le passage où Kessel et De Gaulle se rencontrent. Je ne sais pas si on peut le lire maintenant. Avec plaisir, avec plaisir. Et ce moment, donc on est à Londres. Alors écoutez, le mieux c'est encore de le lire. Hein. Je vous demande quelques instants. Alors, vous inquiétez pas, hein, on fait ça un peu comme diraient les jeunes à la vache. Si vous le permettez, je peux peut-être lire le passage que j'ai préparé. Ah, si vous voulez. Pour moi, c'est Joseph Kessel vient de reposer le combiné.
Alors, moi, alors, allons dans Kessel, qui rejoint De Gaulle à Londres, et De Gaulle lui dit: dans 10 jours exactement, mon cher Kessel, je serai à Alger, et j'aimerais bien que vous m'y rejoigniez. J'ai besoin de vous là-bas. Mais mon général, je ne connais pas. Vous apprendrez à connaître, et à travers vous, je connaîtrai. Et que diantre, vous reprendrez bien un peu de votre métier de journaliste pour m'aider dans la rude tâche qui m'attend. Et Kessel pense: Alger, Kessel le sait par les journaux, par toutes les sortes de radios qui fleurissent sur les ondes courtes, Radio Alger, Radio Madrid, Radio Berlin ou Radio Paris, est une ville ouverte à tous les vents de l'histoire, lieu de tous les trafics, de toutes les combines, de tous les coups tordus, de tous les espoirs aussi. Une ville offerte à tous les possibles, à toutes les aventures. Est-ce que vous voulez compléter? Non, c'est parfait. Non, c'est très bien. Donc, alors, on peut entrer un petit peu dans la cuisine de l'écrivain ou du chercheur, comme vous voudrez. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Privilège de l'écrivain. Mais il y a une chose qui est certaine, que tout le monde connaît ici, c'est l'admiration de Kessel pour De Gaulle. Je rappelle au passage que Kessel a fait des pieds et des mains pour être à nouveau soldat lors de la Seconde Guerre mondiale. Il avait fait la première. Depuis sa bonne ville de Nice, qu'il connaissait bien, puisqu'il a été lycéen à Nice, au lycée Masséna. Et là, il était brancardier pour la Première Guerre mondiale. Et il s'est retrouvé dans l'aviation, dans la RAF. Et il a fallu toute la persuasion de cet homme de 45 ans pour pouvoir réintégrer l'armée. Et il l'a fait. Alors, après, vous connaissez la suite des rapports avec De Gaulle. Et il y a eu un moment, vous savez lequel, en 1966-67, après la guerre des 6 jours, après les paroles, on peut dire méchantes, de De Gaulle. Prémonitoire. La preuve maintenant. Pardon? La preuve maintenant. Peut-être. Mais en tous les cas, Kessel est resté un moment sur son... quant à lui, mais de ce que nous parlons, c'est cette histoire qui a précédé. Et il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration également, non seulement le romancier mais l'homme, c'est un certain Romain Gary. Et Romain Gary, tous les deux, je les ai fait vivre dans une histoire qui se passe à Nice. Bon, vous voyez que c'est pas... Je ne veux pas chercher très loin mes histoires. Mais ils étaient tous les deux d'excellents nageurs. Et après les avoir nagé dans la baie des Anges, ben, ils se retrouvent au Negresco pour le petit déjeuner. Bon, voilà. Et Nice, vous en parlez beaucoup, par la bouche de Kessel. Oui, parce que c'est... On parle beaucoup Alger à Nice. Oui. Et, alors, il y est... D'abord parce qu'il a fait ses études. Il a fait ses études à Nice. Ce petit juif russe qui est né en Argentine, qui retourne avec ses parents en Russie et qui revient s'installer avec ses parents. Son père est médecin. On a encore... j'ai revu il n'y a pas longtemps. Là où Kessel a vécu avec ses parents, la rue Auvert, dans le quartier des musiciens, s'il y en a qui connaissent Nice. Et c'est au lycée Masséna, avec son frère, qu'ils ont commencé leurs études secondaires. Et c'était déjà... Ils ont créé un journal. C'était déjà des gamins, même si ce n'était pas véritablement pour l'instant leur langue maternelle, mais leur langue de culture, ils ont commencé et ils ont créé un journal. Et de là est né cet amour extraordinaire des mots. J'en parlais avec Stéphanie Jouffier tout à l'heure, et peut-être que nous aurons l'occasion
de lire ce fameux texte que Kessel a écrit en 1919. Franchement, ça en vaut la peine parce que c'est fabuleux. On y reviendra. À peine arrivé à Alger, Kessel retrouve ses deux acolytes, Élie Soffer et Albert Aflalo, qui vont l'accompagner, l'épauler tout au long de son périple à Alger. Parlez-nous un petit peu d'eux. Je pense qu'ils font partie des créateurs de la LICA, qui deviendra la LICRA plus tard. Alors, alors, pour le coup, Élie Soffer et Albert Aflalo ont bien existé, en chair et en os. Et ils ont été les compagnons de vie, d'amitié, de beuverie, à Paris, dans les années 1920. Et Élie Soffer, ce petit juif oranais, avec Kessel, ont été parmi les fondateurs de la LICA. On ne le sait pas trop. On ne le sait pas trop. Et comme par enchantement, par le pouvoir de l'écrivain ou du romancier, figurez-vous que ce sont ces deux acolytes qui vont l'accompagner donc dans sa vie à Alger. Ben, tout simplement parce que ce sont deux autochtones. L'un est né à Oran, Élie, et Albert est né à Constantine. Et j'ai rien inventé du côté d'Albert. Albert est, comment dirais-je, a vécu dans les milieux interlopes, et Kessel aussi d'ailleurs. Hein, Kessel aussi. D'ailleurs, un épisode où Kessel, je vous montre que Kessel sait bien se servir de ses points. Et donc ce sont ces deux amis qui vont faciliter la vie domestique, je vais dire aussi la vie amoureuse, de Kessel à Alger. En parlant de cette vie amoureuse, je dois dire que vous en avez fait un personnage digne de James Bond, qui partout où il va, toutes les femmes succombent et qu'il ne fait que courir de liaison en liaison. Alors ça m'a assez interpellée. Je voulais savoir quelle était la part de l'auteur et la part de la réalité. Alors, d'abord, sur le plan biographique, hélas, Kessel n'a pas eu des épouses avec qui c'est bien entendu, mais en même temps avec qui ça s'est mal passé. Hein, bon. Mais en même temps qu'il y avait des épouses, il y avait aussi des maîtresses. Pareil, quand il est à Toulon et que la Gestapo le recherche, c'est pas une plaisanterie, que la Gestapo le recherche, on est en décembre 1942, et il faut quitter la France. Et il laisse sa mère et deux, si je dis bien, deux de ses maîtresses, avec qui il s'entend parfaitement. Chacune chez soi, il leur rend visite, et elles sont soignées comme des princesses. Et ça ne dérange pas du tout Kessel. Alors, Kessel à Alger, effectivement, j'avais de quoi faire, j'avais de quoi inventer. Et si Stéphanie s'en souvient, il y en a une qui s'appelle Arlette Sintès. Camus. Albert Camus. La maman d'Albert Camus, Madame Sintès. Bon, je ne suis pas allé chercher très loin. L'autre. Les autres, Bon, il y en a une. C'est, par exemple, Christiane Galendo. Christiane Galendo, secrétaire particulière d'un certain Albert Camus, et au passage, compagne de livre. Et vous voyez que dans mon esprit, je ne suis pas allé chercher très loin les compagnes occasionnelles, momentanées de Kessel. Et c'est bien de rappeler que cette vie amoureuse de Kessel, puisque aujourd'hui c'est quand même la Saint-Valentin. Mesdames, je vous salue. Le repos du dernier.
Oui, c'est pas tant du repos hein, dans votre livre, c'est une action assez régulière. Oui. Mais bon, je pense pas m'être fourvoyé dans ces histoires-là. J'en ai oublié une. L'anglaise. Germaine Sablon. Avec qui ils ont partagé des moments de résistance sur la côte. Sans que l'un sache ce que l'autre faisait. Même pas sur le coin de l'oreiller. Même pas. C'est resté secret. C'est bien plus tard que Kessel a appris que Saint-Germain faisait partie d'un réseau de résistance. Je voudrais aborder un sujet un peu plus sérieux. Donc, De Gaulle, on imagine qu'il envoie Joseph Kessel à Alger, surtout pour essayer de faire le tampon avec la communauté juive. Et donc, Kessel les rencontre, des promesses sont faites, des sujets sont abordés, mais en fait, dans votre livre, ensuite, on n'en parle quasiment plus. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que... Enfin, voulu peut-être pas vraiment, mais cette histoire des Juifs d'Algérie, pendant cette période, ça mériterait très rapidement d'en dire quelques mots. Le 8 novembre 1942, l'opération Torche, à Alger, la nuit du 7 au 8 novembre 1942, ce sont des jeunes juifs, en grande partie, qui vont mettre, comment dirais-je, Alger sous scellé, c'est-à-dire que ces jeunes juifs, quasiment sans armes, juste avec le bluff, le culot, la chutzpah, vont mettre à l'abri, hors d'état de nuire, les chefs d'état-major, les commissariats de police, les centraux téléphoniques, etc. Tant et si bien qu'au petit matin, finalement, les Américains entrent là, à la Bretagne. Ce sera un peu plus compliqué à Oran, mais 48 heures après, les choses sont en danger. Comme vous l'avez dit, les Juifs ont aidé la résistance française et les Américains à libérer Alger en un jour. Mais il semble, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les Américains ont eu ensuite une sorte de double jeu vis-à-vis des Juifs. Oui. Ces jeunes gens, une partie de ces jeunes gens, de la famille, entre autres la famille Aboulker, du professeur de médecine Henri Aboulker et de José Aboulker, qui ont été les chevilles ouvrières de cette histoire-là, ont été arrêtés, étaient sur le point d'être déportés dans le sud, avec la complicité des Américains. Et heureusement, un colonel s'est aperçu, et finalement, ces jeunes gens ont été libérés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, hélas, pour les Juifs d'Algérie. Je rappelle qu'il y a le numerus clausus. On a renvoyé les petites filles, les petits garçons de l'époque de l'école. Les avocats, les journalistes n'ont plus le droit d'exercer. Les médecins non plus. Je fais allusion par exemple au papa d'Hélène Sixou, qui était médecin à Oran, qui n'a pas pu continuer à exercer. Ensuite, il y a eu aussi des mesquineries du genre, par exemple, que au moment de la distribution du lait, et Dieu sait que c'était important, les Juifs n'arrivaient qu'en dernier pour cette distribution. Il y a eu d'autres méchancetés beaucoup plus graves, j'en parlais tout à l'heure avec certaines personnes, c'est l'internement des soldats juifs d'Algérie dans des camps, et en particulier pour ceux qui sont natifs de la région d'Oran ou de Mosaganem, le fameux camp de Bedeau, sur lequel j'ai travaillé. Désolé, mais j'ai plus d'exemplaires à vous apporter. Et je disais ceci, c'est que aujourd'hui, après plus de 60 ans de cette histoire, ça demeure extrêmement prégnant
cette histoire-là, extrêmement forte, comme si, j'ai envie de dire, les choses ne s'étaient pas passées, que le temps n'avait pas fait son œuvre, et que, au moment de quitter ce monde, beaucoup ont éprouvé le besoin de se mettre à jour, au jour. Et c'est ainsi que j'ai pu construire ce récit historique sur les internets de VE. À un moment donné, très rapidement, vous parlez de Bernard Lecache, qui est le fondateur de la LICA, le véritable et président jusqu'à sa mort de la LICA. Vous effleurez son histoire, mais on sent que vous aviez envie d'en parler dans votre livre. Oui. Alors, parce que dans le camp de Bedeau est un camp itinérant. Bedeau, Magenta, Bossuet. Et en fait, dans cette histoire des camps d'internement, il y a plusieurs moments, il y a plusieurs lieux. Il y a eu deux Bossuet. Un Bossuet uniquement juif, c'est le camp de Bedeau qui est itinérant, mais uniquement des soldats juifs déchus, qui ne sont dégradés, qui n'ont plus d'uniforme, qui ne participent à aucune manœuvre militaire d'aucune sorte, et dans l'hypothèse, hélas, d'une déportation. Et puis, l'autre versant de la colline, il y a un autre camp, Bossuet. Mais cette fois, ce sont des Bossuet, pardon, ce sont des gens qui sont internés pour des raisons politiques, en particulier des communistes, dont Bernard Lecache. Alger, à cette époque, est devenu un centre culturel et littéraire très important. Et d'ailleurs, Kessel y écrit en grande partie, publie L'Armée des Ombres. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors, resituons. Paris est occupé. L'Académie française, j'ai envie de dire, n'est pas du bon côté. Mais oui, oui. L'Académie française est sous la houlette, sous le contrôle de l'occupation. Et Alger est une ville libre. Et c'est désormais là que le monde de l'édition, et pas n'importe lequel, le monde de l'édition, le monde du spectacle, le monde des arts, de la culture, va prendre en quelque sorte le relais. Juste quelques mots. Bon, tout le monde sait qu'Albert Camus, il n'est pas loin d'Alger et qu'il a grandi à Alger. Mais son premier éditeur, ce sera un tout jeune éditeur, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Edmond Charlot. Edmond Charlot, dans sa petite librairie, Les Vraies Richesses, c'est tout petit, mais il y a tout. Il y a la librairie, il y a une galerie de peinture, il y a une bibliothèque, et puis il y a la maison d'édition. Et c'est dans cette maison d'édition que sera publiée la première version donc, de l'Armée des Ombres. Et alors, si vous voyez la couverture originale de cette Armée des Ombres, c'est pitié parce qu'on manque de tout. On manque d'encre, on manque de papier. Mais malgré tout, c'est à Alger qu'a été publié donc l'Armée des Ombres, dont Melville tirera un magnifique film que tout le monde connaît. Absolument. Vous dites une phrase dans votre livre, et c'est une question que je vous pose. De Gaulle donc est à Alger. Est-ce que l'homme de l'ombre est-il devenu l'homme d'Alger? Oui. Il y a une, j'ai envie de dire, il y a une certaine naissance. Vous savez, beaucoup plus tard, on a vu De Gaulle triompher devant les fameuses conférences de presse à l'Élysée, dans la salle des fêtes. Mais le premier moment, en fait, se passe à Alger. Et à Alger, pour, comme on dit dans... Je vous conseille, j'ouvre une petite parenthèse avec un très beau film que nous avons vu avec mon épouse hier, qui s'appelle Haute Couture,
allez le voir, c'est un très beau film. Et dans ce film, bien sûr, on parle des petites mains. Et De Gaulle ne serait pas De Gaulle sans les petites mains. Et ces petites mains s'appellent René Capitan, professeur de droit à l'Université d'Alger, patron du réseau Combat. Et c'est lui qui va, comment dirais-je, faciliter la vie politique et la vie stratégique de Gaulle à Alger. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement. Et De Gaulle fait semblant, un grand comédien, fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Mais il sait très bien qui est derrière. Qui est derrière. Pourquoi il fait semblant de ne pas s'en apercevoir? Parce que c'est dans... Je crois que c'est dans sa manière d'être. Ça ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas. Mais après tout, c'est lui De Gaulle. Point. Point. D'ailleurs, De Gaulle fait l'honneur à Kessel d'apparaître lors de, on va dire, la dédicace, je ne sais pas si on disait ça à l'époque, Oui. de son livre. Oui. Il est là, il répond aux questions, il signe ses livres et tout d'un coup, tel le Moïse, comme vous dites, De Gaulle apparaît et ça touche énormément Kessel que le grand homme soit là pour ce livre qui lui a été inspiré par De Gaulle, par l'œuvre de Gaulle. Oui, c'est l'armée des ombres, mais là, sur le plan historique, c'est vraiment, on va dire, encore une fois, cette manière de faire de Gaulle, une commande de Gaulle vis-à-vis de Kessel. Vous allez bien nous écrire quelque chose sur la résistance Kessel. Et pour Kessel, c'est presque un ordre. C'est De Gaulle qui demande. Encore une fois, il ne faut pas que nous jugions cela par rapport à l'année 2023, ça n'a pas de sens. Il faut essayer de remettre les choses dans le contexte. On est en 1942-1943. L'aura de Gaulle vis-à-vis de Kessel, non pas seulement que lui, mais plein de jeunes gens. Beaucoup, par exemple, beaucoup de jeunes gens, les nôtres, des petits juifs d'Oran qui veulent rallier De Gaulle, qui sont prêts à faire des dépenses pécuniaires extraordinaires pour s'acheter un bateau, mais Vichy veille. Et pour rejoindre De Gaulle, non. Donc il y a cette aura qui, aujourd'hui, pourrait nous paraître un peu déplacée, presque ridicule, qui n'est plus de saison, manifestement. Le chant des partisans, c'était aussi une commande? Le chant des partisans? Non. Le chant des partisans n'est pas une commande de Gaulle. Ça, c'est une initiative tout à fait... Justement, oui, je voulais en parler. Non, allez-y. C'est une initiative sur un coin de table dans un pub londonien entre Maurice Long et Kessel. Ça sera repris et mis en musique d'une certaine manière par Anna Marley, qui écrira la première et chantera la première version accompagnée à la guitare, puis viendra Germaine Savoie. Et d'ailleurs, le défilé du 14 juillet 1943 à Alger, le chant des partisans est joué, et symboliquement, je trouve ça beau que cette rencontre entre De Gaulle, Kessel, Alger, tout d'un coup se symbolise par ce chant des partisans, écrit, comme vous dites, sur un coin de piano entre Kessel et son neveu. C'est fantastique parce que je ne sais pas si vous avez suivi les dernières cérémonies commémoratives lorsqu'il y a un décès d'une personnalité dans la cour des Invalides. On a très souvent entendu le chant des partisans. Et un chant, c'est l'émotion. C'est pas simplement le souvenir. C'est l'émotion. C'est quelque chose qui peut être partagé très facilement par n'importe qui. Qu'est-ce qui nous
ramène, qu'est-ce qui fait sens pour nous de nos années passées? Souvent une chanson. Elle était si jolie que je ne pouvais aimer. Elle était si jolie. Alain Barrière. J'aimerais maintenant qu'on en vienne à vous, Norbert Bellange. Vous êtes historien. Vous avez écrit déjà plusieurs livres avant ce livre-là. Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à écrire des romans? Et pourquoi Kessel et pourquoi Kessel âgé? Alors, en fait, ce Kessel, c'est véritablement, je ne sais pas si dans la bouche de Stéphanie Soufir, entendre un mot de roman, c'est fantastique. Je ne l'ai pas vécu comme ça, je l'ai vécu comme quelque chose presque qui m'était venu naturellement après tant d'années de proximité avec Kessel. La première chose, ça remonte à mon métier d'enseignant. Je suis agronome et je fais lire à mes élèves parce que j'ai eu le privilège d'enseigner et les lettres et l'histoire. Et je pouvais passer très facilement d'un moment à l'autre et d'une discipline à l'autre. Et les cavaliers, pas le lion, les cavaliers. Les cavaliers, c'était un moment formidable que j'ai partagé avec mes élèves. Nous sommes allés voir le film avec Omar Sharif. Et puis, patatrac, j'arrive ici quelques années plus tard, à Tel Aviv, les cavaliers, au théâtre Lessing, avec une mise en scène particulière où l'acoustique est extrêmement forte et du coup on a un récit complètement différent de cette histoire des cavaliers. Ça, c'était le début. Puis j'ai eu des tentatives autres, c'est-à-dire de faire de Kessel un feuilleton radiophonique. Bon. Et ça a abouti en partie. Et ainsi de suite. Je veux dire, il y a eu... Kessel est devenu, depuis toutes ces années, une espèce de compagnon, et j'ai envie de dire, tout naturellement, ce que j'ai commis arrive à ce moment-là. Mais voilà, c'est... Là, on entre, comme je dis, ou dans la cuisine du chercheur, ou dans la cuisine de l'écrivain, et Stéphanie l'a lu tout à l'heure. Quelle audace d'avoir mis mes mots dans la bouche de Kessel. Quand on met les choses à plat, ça paraît un peu insensé. Qui est ce petit bonhomme-là qui tente de faire ça? Vous vouliez nous lire le discours de Kessel de 1919? Ah oui. Oui. On vous écoute. Je vous demande quelques instants, le temps de retrouver. Alors Ah oui, tiens. Voilà, c'était un autre. Je peux? Bien sûr. Tout le monde sait que Kessel a été un homme de plume, un journaliste, et il a commis ce magazine. Vous voyez pas? Ça s'appelle Combat d'Israël. Les combats d'Israël. Ça a été publié en fascicule en France dans les années... début des années 80, je crois. Et Kessel s'est entouré d'une quantité de plumes, etc. On lui a donné tous les moyens possibles pour qu'il fasse ce magazine. Il était même logé à Deauville, en Normandie. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement important que le journalisme pour Kessel. Et incidemment, je suis dans mon petit village de Fornaca, à quelques kilomètres de Mostaganem, et je lis tout ce qui tombe sous la main, et en particulier un magazine un peu particulier, peut-être ça va évoquer des souvenirs à certains d'entre vous. Ça s'appelle Détective. Des couvertures
Couverture sanglante. Complètement. Détective. Mais qui sait que derrière Détective, il y a les deux frères Kessel? Qui? Dites-moi. Donc, sans le savoir, j'avais peut-être une dizaine d'années, et déjà, il y avait la présence de Kessel autour de moi. Oui, alors, ce texte. Mais si vous avez le bonheur d'en retrouver chez les bouquinistes, achetez-les. Alors, voilà. Je vais enlever le bloc, ce sera encore mieux. Donc, 14 juillet 1919. Ça, c'est pas la prose de Norbert Bélange, c'est celle de Joseph Kessel. Kessel a fait, je le rappelle, la Première Guerre mondiale. Il a 21. Il y a 21. Et le patron qui dirige donc le journal des débats lui demande d'aller faire ce reportage sur les Champs-Élysées. C'est le premier défilé de la victoire, le 14 juillet 1919. La grisaille du petit matin commence seulement à frotter les rues de sa cendre bleutée. Mais déjà, puissant et monotone, comme un bruit d'éléments, monte vers le parcours triomphal le piétinement de la foule en marche. J'ai vu des vieilles femmes, des enfants, dimanche soir, rouler dans des sacs, dans des couvertures, sur le bord de l'avenue des Champs-Élysées, tandis que Paris montait vers le cénotaphe, rendre hommage aux morts. Ces patients trouvaient qu'il valait la peine de passer une nuit à la dure, par cette veille d'allégresse, afin de mieux voir ceux qui avaient tant passé dans la boue et l'angoisse, au petit poste et dans la sape. Ils vont bientôt passer, les illustres et les anonymes, héros baignés de triomphe et héros obscurs, tous aussi splendides, tous aussi chéris, ceux qui de 1914 à 1918 ont fait trembler le monde de gloire douloureuse et d'espérance sacrée. Et dans cette enceinte vide, la rumeur qui vient de s'élever là-bas, la rumeur immense, violente et profonde, comme un élément de la nature, la rumeur qui croît, s'approche, balaie tous les sons, tous les sentiments, la rumeur qui monte du pavé, tombe des branches, des fenêtres, des toits, la rumeur d'une foule, d'un peuple qui crie sa joie délirante, et ses larmes de bonheur prend un caractère plus auguste et plus poignant. Et puis, deux képis brodés d'or, deux hommes qui chevauchent botte à botte, l'un en noir et rouge, l'autre en gris. L'un est jauve, l'autre est fauche. Chacun d'eux a son histoire, sa légende, son auréole. Chacun d'eux a son immoralité et son immortalité. Ils viennent lents, calmes, les yeux fixés, droits et hauts. Ils saluent de leur bâton étoilé. Ils entrent sous la voûte. La minute sacrée s'éternise. Et le vol d'alouette, qui à ce moment s'élance de l'arc de triomphe, semble vouloir aller la raconter au monde. Et le peuple de France salue les étendards immortels, guenilles d'or et de pourpre, troués par les éclats d'obus, dentelés par les balles, portés à l'honneur par ceux qui les portèrent à la mort. Et le peuple de France crie son amour extasié, sa reconnaissance infinie à ces poilus qui viennent, passent sous l'arc de triomphe, s'engagent dans l'avenue triomphale, à tous, aux fantassins, à fourragères rouges, jaunes ou vertes, aux artilleurs, aux cavaliers, aux hommes des tanks, comme ceux des avions dont Fonck porte le drapeau, aux fusiliers marins
comme aux légionnaires, comme aux tirailleurs bronzés, comme aux Sénégalais d'ébène. Et de là-haut, comme une source inépuisable et divine, celle du fleuve glorieux, au son des musiques claires, tandis que palpitent les étendards troués et chéris, dans un ondoiement grandiose de baïonnettes et de sabres, à travers la poussière ténue, marchent les légions du monde, à qui Paris fait une apothéose. Merci. Voilà. Alors, juste une précision. Donc, Kessel a tout juste 21 ans. Et il y a peut-être un petit détail sur le plan biographique. Kessel a toujours eu la hantise de la page blanche. À ce propos, j'aimerais parler d'inspiration. À un moment donné, justement, Kessel en parle. Une de ses nombreuses maîtresses lui demande « Seriez-vous à Alger pour y trouver l'inspiration ?» Et il répond « Chère Christiane, si vous permettez ce rappel, je suis d'abord un journaliste, et l'inspiration dans le métier de journaliste n'a droit qu'à un strapontin. Pour nourrir mon travail de romancier, je n'ai qu'à regarder, observer, écouter, surtout écouter les histoires des hommes et des femmes que j'ai croisés à travers le monde. Le reste, c'est beaucoup de travail. Parfois, la fulgurance d'une phrase vous surprend. Le plus souvent, cela ressemble à une mise en musique, la musique des mots. Relisons Flaubert, Dumas et Baudelaire et mettons nos pas dans les leurs. Et de temps à autre s'en écarter pour exister à son tour. L'inspiration marche sur ses deux jambes, a un cœur, des yeux, des désirs et des regrets aussi. L'humanité sauvage ou civilisée, bestiale ou tendre, voilà mon inspiration. Oui, oui, exact. Et là, je suis sur ma table de chevet en ce moment, je relis ce qu'on considère comme les reportages de Kessel, en particulier l'une de ses épouses, Michel, la seconde était victime d'alcoolisme, Kessel aussi. Mais Kessel s'en est sorti, et dans les années 1933, il se rend à New York pour faire des reportages. Il est invité à la Maison Blanche. Il s'enfonce dans les bas-fonds de New York à la rencontre de ces alcooliques. Et lisez ou relisez ces pages et vous allez voir que c'est... Bon, vous allez vous poser la question, mais est-ce que c'est un reportage ou est-ce que c'est le roman? Je crois qu'il ne faut pas chercher. Et Kessel, alors, je vais dire, pour boucler la boucle, il faut le savoir aussi. Kessel a beaucoup écrit. Beaucoup écrit. Et beaucoup de ses articles, beaucoup de ses reportages sont devenus des romans. Alors, l'histoire est simple. Pourquoi? Ben, il avait beaucoup de femmes à nourrir. C'est pas une blague. Et votre inspiration, est-ce que vous travaillez sur un autre livre en ce moment? Alors, c'est un peu... Pardon. Oui. Et oui. Alors, ce sur quoi je travaille en ce moment depuis à peu près une année, c'est un peu dans la même veine, mais pas sur le même sujet, évidemment. C'est ça va peut-être évoquer des souvenirs, sur la construction et la vie de la grande synagogue d'Oran. C'est une histoire au long cours. La pose de la première pierre a eu lieu en 1878 et l'inauguration n'a eu lieu qu'en 1918. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Et je raconte, j'ai pas fini, je raconte non seulement les événements qui concernent la construction de cette synagogue, les événements qui concernent la communauté juive d'Oran, entre autres avec le passage de l'affaire Dreyfus, entre autres, toutes les autres méchancetés, et aussi la vie de ces juifs à Oran, et la vie d'Oran. Comment, à ce moment-là, par exemple, fin du 19e siècle, on ne le sait pas beaucoup, mais Oran est d'une
l'une des plus grandes villes de France. Je répète. Fin 19e, toute fin du 19e, Oran a quasiment 100 000 habitants. 100 000 habitants. Oran s'est construite à une vitesse extraordinaire dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et pour faire le pendant avec Kessel, il y a le personnage principal, il y a un personnage principal qui est le bâtisseur, celui qui a eu l'idée de cette grande synagogue, qui s'appelle Simon Canoï. Et Simon Canoï, ça va vous faire plaisir certainement, Simon Canoï est un peu le jumeau de Kessel, c'est-à-dire que je lui prête, c'est un homme qui a beaucoup vécu, et quand on a la chance d'avoir des hommes qui ont beaucoup vécu, on peut beaucoup inventer. Joseph Kessel quitte Alger en juillet 1943, si je ne me trompe pas. La mort dans l'âme, je pense qu'il a, en tout cas dans votre livre, avec vos mots, il a apprécié énormément son séjour là-bas. Il se promet d'y revenir, mais en fait, il n'y reviendra jamais. Effectivement, il ne reviendra jamais. Il y a ce souci quand même. Kessel, s'il n'est pas le père, il est le responsable de toute sa fratrie. Et il a un gros souci avec un de ses frères cadets qui vit aux États-Unis. George, qui hélas, ça se terminera mal. Et quand il quitte Alger, il n'a de cesse que de prendre l'avion et d'aller rejoindre son frère. Voilà. Mais ceci dit, il y a une histoire. Où sont les Mostaganémoises? Elles sont là, les Mostaganémoises. Je vais leur faire plaisir. Non. Elles sont venues pour ça. Oui. Alors, je remonte le cours de l'histoire, et c'est pas n'importe quelle année. 1933. Kessel vient de faire un reportage à Berlin. 1933. Berlin. L'arrivée d'Hitler. Et il fait une tournée de conférences, Grand Prix de l'Académie française déjà. Il fait une tournée de conférences en Afrique du Nord, Tunis, Alger, et il va s'arrêter dans notre bonne ville de Mostaganem, à l'Albert Hotel. J'invente rien. Hein. Et il n'est pas venu pour parler de la guerre, ni d'Hitler, mais il est venu pour parler d'un roman qui n'a pas eu une grande aura, qui s'appelle Les Captifs. Mais il entretient, à la fin des conférences, il entretient les juifs de la communauté de Mostaganem et d'ailleurs sur ce qui les attend, c'est-à-dire la présence d'Hitler et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. 1933. Merci beaucoup, Norbert Bellange. Est-ce que nous avons des questions? Monsieur, je vais vous apporter le micro. Dov Belz. D'abord, je voudrais rendre hommage à mon père, Marcus Belz, Zichrono Livracha, qui a participé à l'opération Torch. Voulez-vous me répéter le patronyme, s'il vous plaît? Belz, B-E-L-Z, qui était dans le groupe Amirauté, parce que, comme vous l'avez dit, ces jeunes gens autour de Joseph Boulker avaient été répartis sur plusieurs places stratégiques. Il y avait la Grande Poste, Amirauté, commissariat, etc. Et je crois qu'on ne pourra jamais assez insister sur le rôle trouble et les manœuvres du gouvernement des États-Unis à l'époque après le débarquement. Contrairement à ce que la plupart des gens croient, FDR, donc Franklin Delano Roosevelt, était presque anti-juif, je dirais, bien qu'il soit très populaire aux États-Unis dans les milieux juifs. Et il a vraiment, il a mis là-bas un consul, un certain Robert Murphy, qui a fait vraiment des choses dégueulasses. Vous n'avez pas eu le temps de l'évoquer, mais par exemple, Darlan qui était là-bas par hasard, parce que son fils était malade. Darlan a été maintenu dans ses fonctions.
Et quand il a été assassiné par un jeune royaliste, Bonny de la Chapelle, celui-ci a été passé par les armes très rapidement. Il a nommé Eisenhower, qui était un général, un très bon général, celui qu'on connaît, mais qui avait aussi beaucoup de talent diplomatique et politique. Et c'est pas par hasard que Jacques Attali a appelé son livre, qui est paru récemment, 1943, l'année des dupes. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais demandé à mon père, mais après le débarquement, pourquoi tu t'es pas engagé dans l'armée d'Afrique, les forces françaises libres, etc. En fait, les Juifs, pendant presque un an, jusqu'à ce qu'ils soient réinstallés dans leurs droits, n'avaient pas le droit de rejoindre l'armée d'Afrique. Il y avait une véritable ségrégation. Et ça, il faut que ça se sache. Et je profite de la présence de nos amis ici pour leur dire, ils doivent connaître qu'il y a un site très intéressant sur Internet qui s'appelle Montréal, qui a évoqué cette histoire, qui a fait un numéro spécial. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste apporter une précision? Bien sûr. À ce que vient de dire le monsieur. Je vous donne. En général, je parle donc, comme on en discutait tout à l'heure, donc je suis d'Alger, mon père aussi, et mon père s'est engagé dans les forces navales américaines au moment du débarquement. On ne lui a pas dit vous êtes juif, vous ne pouvez pas. Américaine. Oui. Voilà. Donc ils l'ont. Attention, c'est-à-dire que tous les Américains n'étaient pas anti-juifs. C'est ce que je voulais dire. Je ne parle pas. Ok. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans une conférence précédente. Pardon? Le général Jaïs aussi. Et c'est une chose qui n'est jamais évoquée dans l'histoire. Tous ces jeunes d'Algérie qui se sont engagés dans les forces américaines. Il y avait eu mon père, hein, ils ont été des dizaines. Voilà. Merci. Une autre question? Oui, je ne sais pas si vous savez, mais Joseph Kessel a été le premier touriste en Israël qui a eu le visa numéro 1 de l'État d'Israël. Le visa numéro 1, quand l'État d'Israël a été créé, le visa numéro 1 a été donné à Joseph Kessel. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a eu le privilège, ma femme et moi, d'avoir comme voisine la cousine de José Aboulker, Madame Annie Garive Aboulker. Et elle nous a raconté une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, je vous la raconte comme ça. Vous savez que le général de Gaulle a été opéré de la prostate. Il est opéré par le professeur José Aboulker, le compagnon de la Libération. Il aurait dit, on ne confie pas les bijoux de famille à n'importe qui. Quelqu'un d'autre veut intervenir? On évite de parler de Gaulle. Voilà, c'est pour M. Bell, c'est pour Madame. Je voulais vous dire, vous savez, il y a un musée qui s'appelle le musée du combattant juif 39-45 et nous récoltons les témoignages de chacun de ces combattants, résistants, ou engagés volontaires, ou mobilisés. Donc je serais très heureux que vous puissiez faire un témoignage et les apporter à ce musée, qui est un véritable musée qui sera ouvert dans quelques mois et qui se trouve à La Trouve. Il n'est pas encore ouvert. Bon, mais est-ce que les enfants de ces personnes, parce que mon père est mort l'année dernière... Non, mais c'est des témoignages, c'est des photos, c'est ce qu'on doit raconter, parce qu'on ne sait pas tout. C'est comme Aboulker, De Gaulle ne comprenait pas qu'Aboulker n'aille pas à la synagogue, parce qu'il voyait qu'un juif doit aller à la synagogue. Voilà. Je vais vous laisser le mot de la fin. Voilà. Je voudrais quand même apporter une précision au sujet des lendemains. Le micro. Je fais, quand je parle de lendemain, de la libération, entre guillemets, des camps d'internement des soldats juifs d'Algérie. Nous sommes dans le mi-temps de l'année 1943. Pour répondre à monsieur, peut-être quelque chose qui est beaucoup moins connu, c'est ce qu'on a appelé et qu'on continue d'appeler les corps francs d'Afrique. Ces corps francs d'Afrique, de jeunes juifs, ont quitté Bedeau au risque d'être chopés par les gendarmes et d'être passibles du Conseil de guerre. Et ils se sont engagés donc dans les CFA, corps francs d'Afrique. Et ils ont fait une guerre admirable, ils ont participé à la campagne de Tunisie,
Puis ensuite, on les retrouve. On les retrouve dans la deuxième DB du général Leclerc. Et ils vont, pour certains, aller jusqu'à Berchtesgaden. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que et par contre, je rappelle aussi que s'ils sont en quelque sorte redevenus français, l'objectif a changé. On a tendance à croire que ces jeunes juifs sont des guélilim ou des mesquinim, comme on dit. Non, on a des enseignants, on a des avocats, on a des médecins, et ils savent très bien que le combat pour la France est une chose, mais s'ils doivent retourner au combat, et ils sont retournés au combat, jusqu'au bout, c'est au nom de la liberté des hommes. Ça, c'est extrêmement important. Certains d'entre eux, on a parlé des armées américaines, beaucoup ont rejoint aussi la 8e armée britannique. Donc, ce retour au combat, c'est fait. On évoque en ce moment de plus en plus la mémoire de Manitou, Léon Ashkenazi. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, c'est dommage, le passé militaire de cet homme-là, qui a fait la coloniale, qui a été donc dans les armées, dans les armées françaises au Sénégal, à Dakar, avant de rejoindre et de participer au débarquement en Provence du 15 août 1944. Voilà donc, M. Coubert en parlait tout à l'heure, ce musée, et c'est vrai que c'est... Nous estimons à 60 000 oui. le nombre de combattants juifs et de France et d'Afrique du Nord. Soyons honnêtes, la tâche est énorme. La tâche est énorme, elle est incommensurable. Mais bon, ceci dit, je crois, sans aucun parti pris, que sur cette terre d'Israël, tant pis si je veux en fâcher quelques-uns, mais il est temps que cette histoire soit un tout petit peu mieux connue. C'est la nôtre. On y vient. On y vient, mais à nous tous, à nous toutes ici présents, d'y travailler ardemment. Merci beaucoup de votre présence, de votre attention, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous.